À 4000 mètres sous la surface, C'est profond. l'épave du vol Air France 447 repose dans l'Atlantique. C'est une grande compagnie aérienne Qu'est-ce que vous faites? et son avion s'est écrasé en 4 minutes 30. Il y a 228 disparus. Quel choc. Il faut contacter immédiatement les contrôleurs aériens au Brésil et au Sénégal. L'enquête s'annonce très difficile. Donc il fallait absolument comprendre pourquoi cet accident avait pu se produire. L'explication la plus simple, c'était celle de la bombe. Ça fonctionnait. L'épave contient forcément des réponses. Stop, stop. Mais où est-elle? Il a fallu faire l'impossible. Le vol Air France 447 est au-dessus de l'océan Atlantique. L'Airbus A330 effectue un vol sans escale de 11 heures entre Rio de Janeiro et Paris. Âgé de 58 ans, le commandant Marc Dubois est aux commandes. Voilà les nouveaux tafs. C'est un des commandants de bord les plus expérimentés de la compagnie aérienne. Qu'est-ce qu'on voit mal dans cet avion avec ses éclairages? Le copilote Pierre-Cédric Bonin a 32 ans et vole sur A330 depuis environ un an. On arrive à Intol. David Robert, 37 ans, est pilote de relève. Il remplacera un de ses collègues pour que l'équipage conserve la pleine possession de ses moyens. Il y a 216 passagers à bord de ce vol de nuit, dont un cadre canadien, Brad Clemess. J'avais discuté avec mon frère le dimanche matin. On avait parlé des enfants jusqu'à ce qu'il embarque. Comme tous les gens qui volaient énormément, il était tout le temps entre deux avions. Et je crois que c'était quelque chose qui lui plaisait. Le pilote automatique maintient l'avion à 35 000 pieds. Air France 447? Air France 447, parlez. Le contrôle aérien brésilien se manifeste. 447, contactez Atlantic Centre. Toutes les 10 minutes, un ordinateur embarqué qui surveille notamment les moteurs et les systèmes hydrauliques adresse au centre de contrôle des opérations d'Air France des messages contenant des renseignements sur la position et l'état général de l'avion. Ces messages de maintenance ont pour objectif tout simplement d'aider les équipes au sol qui attendent l'arrivée de l'avion, d'aider ces équipes à préparer les interventions qui seront éventuellement nécessaires sur l'avion avant qu'il reparte. Atlantico, Atlantico, Air France 447 appelle Atlantico. 447, Atlantico, parlez. Au bout de 3 heures de vol, l'avion arrive à un point de cheminement au large du Brésil. Air France 447, passons Intol. Maintenez 350. Je confirme. Donc, on a un truc droit devant. Oui, j'ai vu ça. À 1h49, l'A330 sort de l'espace géré par le centre de contrôle aérien brésilien pour entrer dans une zone où les communications ne passent pas. Deux heures plus tard, un aiguilleur du ciel appelle l'avion depuis le Sénégal. Air France 447, ici Dakar. Vous me recevez? Air France 447. Ne recevant pas de réponse, il prévient la compagnie aérienne. Ici Dakar. Vous avez des nouvelles du 447?
Négatif. Patientez, s'il vous plaît. La seule communication se résume aux 24 messages de maintenance transmis automatiquement par l'avion quelques heures plus tôt. Un technicien d'Air France essaie d'entrer en contact avec l'avion, mais son message lui revient. Bon sang. Est-ce un problème de transmission? La radio haute fréquence, surtout de nuit, n'est vraiment pas très fiable. Donc en l'absence de réponse, tout le monde a d'abord espéré que ce n'était qu'un problème de communication. À l'heure où il aurait dû atteindre l'espace aérien français, l'avion reste injoignable. À Roissy, on est toujours sans nouvelles après l'heure d'arrivée prévue. À ce moment-là, l'A330 est de toute façon à court de carburant. Air France informe les familles que l'appareil s'est certainement abîmé en mer. Je nourrissais l'espoir infinitésimal qu'il avait pris un autre vol. On n'était pas sûr à 100% qu'il n'était pas dans un autre avion. La disparition mystérieuse du vol Rio-Paris est annoncée officiellement dans l'après-midi du 1er juin. Quel choc pour moi et pour l'ensemble du secteur aérien d'apprendre qu'un avion aussi moderne qu'un Airbus A330, appartenant à une compagnie de stature internationale comme Air France, avait disparu sans prévenir. La recherche de survivants commence aussitôt dans l'Atlantique. L'avion avait disparu 11 ou 12 heures plus tôt, sans passer le moindre appel. C'est l'un des pires accidents de l'histoire de l'aviation commerciale. Un avion de passagers à la pointe de la technologie a disparu et 228 personnes sont décédées. Je leur ai dit la vérité, c'est-à-dire que les perspectives de retrouver des survivants sont très faibles. Le chef de l'État ne cache pas son pessimisme. La mission confiée au BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile basé au Bourget, paraît simple. Donc il fallait absolument comprendre pourquoi cet accident avait pu se produire sur cet avion et dans cette compagnie aérienne. Là-bas, merci. Pilote et ingénieur en aéronautique, Alain Bouillard, nommé directeur de l'enquête, a près de 20 ans de métier. Ayant fait d'autres enquêtes importantes comme Concorde, j'étais conscient qu'une enquête est difficile, mais j'étais serein et je me suis entouré de personnes qui avaient la capacité à m'apporter toutes leurs compétences dans ce domaine. Un spécialiste des systèmes avioniques, Léopold Sartorius, intègre l'équipe. On s'attendait dès le début à une enquête longue, compliquée. Il faut contacter immédiatement les contrôleurs aériens au Brésil et au Sénégal. Première priorité, retrouver l'avion. Il avait disparu en dehors des écrans radars, sans message de détresse, et pendant plusieurs jours, aucune trace à la surface de l'océan. C'est le dernier report de position. Des messages de position envoyés par l'avion toutes les 10 minutes qui nous ont permis de finalement d'être assez sûr de la zone, une zone assez large où pouvait se trouver l'avion. Connaissant la vitesse, mais pas la direction prise par l'avion après l'envoi de cet ultime message, les enquêteurs définissent une zone de recherche immense. Commençons ici. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Des appareils aériens et maritimes la sillonnent à l'affût du moindre signe de l'A330. Au bout de 5 jours, un pilote brésilien repère quelques débris à la surface. En revanche, il n'y a aucune trace de survivants. Cette découverte met un terme aux derniers espoirs des familles.
tous ceux qui se trouvaient à bord ont malheureusement péri. Le monde s'est écroulé. C'était absolument atroce. C'était quelqu'un de formidable, on était très proches. On ne peut rien imaginer de plus terrible. Toutes les familles des disparus ressentent à peu près la même chose. Et toutes ont besoin de réponses. Qu'est-ce qui peut faire tomber un Airbus depuis 35 000 pieds? Rien. La perte d'un avion en croisière est toujours quelque chose d'extrêmement rare et nous sommes plus habitués à traiter des événements qui ont lieu lors de décollage ou lors d'atterrissage. Donc cet événement appelait beaucoup de questions. L'une d'elles est particulièrement troublante. L'avion a-t-il été victime d'un attentat? Le scénario de l'acte terroriste était tout à fait plausible. Tout simplement parce qu'il s'agissait d'un avion très moderne qui présentait un bilan de sécurité de très bonne qualité. Donc, l'explication la plus simple, c'était celle de la bombe. Ça fonctionnait. Les courants océaniques ont dispersé les débris flottants sur plus de 500 km². Chacun d'eux est soigneusement répertorié et photographié avant d'être expédié à terre pour analyse. Mais c'est l'épave qui gît au fond de l'océan qu'il faut impérativement trouver, car elle contient les précieuses boîtes noires. Si nous ne retrouvons pas les enregistreurs de vol, nous ne comprendrons jamais ce qui s'est passé. Elle mémorise des éléments importants. Air France 447. Air France 447, parlez. Parmi eux figurent notamment les conversations et les actions des pilotes. Les enregistreurs de vol sont munis d'une balise acoustique subaquatique permettant de les localiser. Mais il faut faire vite, car leurs batteries n'ont qu'une autonomie de 30 jours. Difficulté supplémentaire, l'océan Atlantique atteint par endroits 4500 mètres de profondeur. Le Titanic n'a pas sombré aussi bas. Les techniciens sont à l'écoute. Il faut être juste au-dessus. Le bateau passe au peigne fin un périmètre de 17 000 km². Était tombé, c'était une zone immense. Nous avions engagé une véritable course contre la montre pour pouvoir travailler dans les délais de 30 jours. Pendant ce temps, certains enquêteurs se penchent sur les seules preuves à leur disposition. Voici les messages qu'on a reçus. Il s'agit des 24 messages de maintenance du système d'information et de communication baptisé ACARS. C'était le premier accident grave d'un avion de ligne moderne où on avait les données ACARS. Le contenu des messages ACARS est hautement technique et n'a pas vocation à garder une trace de ce que l'équipage a vu, dit ou fait. D'avoir que des messages de maintenance pour travailler, c'est vraiment inhabituel. Donc c'était vraiment des informations parcellaires et qui nous donnaient en fait très peu d'informations. Néanmoins, une piste se dessine. Il y a un problème de tube pitot. Un des messages de maintenance indique une défaillance de l'appareil de mesure de la vitesse air, le tube pitot. C'est vraiment la première pièce du puzzle que ces messages ACARS nous ont donné. On savait qu'il y avait eu des problèmes de bouchage de tube pitot. Quand l'air s'engouffre à l'intérieur, ces petits capteurs cylindriques installés sur le fuselage calculent la vitesse air. Mais ils tombent parfois brièvement en panne. Dans un environnement avec des cristaux de glace très denses,
tous les cristaux ne rentrent dans le tube et finalement empêchent l'air de rentrer à la place. Air France avait entamé le remplacement des tubes Pitot pour éviter ce genre de désagrément. Les tubes gelaient en permanence. Agaçant, mais pas dangereux. En effet, cet incident est loin d'être catastrophique. Un pitot ne fait pas s'écraser un avion. D'autant que les pilotes savent gérer un bouchage. La compagnie avait diffusé auprès de ses pilotes un OSV, un bulletin d'information décrivant le phénomène et la conduite à tenir. Regardez. Conclusion, à elle seule, l'obstruction des tubes Pitot n'explique pas le drame. Ces messages n'aident guère. Nous avions eu ces certitudes très vite et qu'il nous fallait chercher ailleurs. Alain Bouillard se demande si le mauvais temps a joué un rôle. De très fortes turbulences peuvent endommager, voire être à l'origine de la perte d'un avion par la rupture d'une aile ou la défaillance de système. L'A330 a-t-il rencontré des conditions météorologiques qui l'ont fait tomber? La turbulence était un élément dans lequel on pouvait trouver l'origine de l'accident. Altitude, 33 000 pieds. Poussée maximale. Même aussi haut, les pilotes n'ont peut-être pas réussi à sortir d'un décrochage provoqué par un orage assez violent pour disloquer l'Airbus. Sur un avion, le danger principal de la turbulence, c'est une rupture structurelle, c'est-à-dire de perdre un morceau de gouverne ou perdre une aile, on va dire, à l'extrême. Et ça conduit forcément à la perte de l'avion. Il me faut d'autres données météo. Les rapports de pilotes, les photos satellites, tout. L'avion a disparu dans une région où les alizés des deux hémisphères se rencontrent, donnant lieu à de violents orages. Il était dans la zone de convergence intertropicale avec souvent de très fortes turbulences. La même nuit, des avions se sont déroutés à cause du temps. Mais quelle météo l'A330 a-t-il affronté? Quelles étaient les conditions réelles, quel était l'environnement réel de cet avion? C'était une véritable question. En plus des turbulences, les orages s'accompagnent d'autres dangers, comme la foudre. Nos instruments tombent en panne. Si toutefois il devait y avoir un défaut d'isolation de l'avion et que des systèmes étaient perturbés, on aurait très probablement eu des problèmes sur beaucoup plus de systèmes que ça n'a été le cas. La foudre n'a donc pas fait décrocher l'avion. Les seules preuves sont les rares débris repêchés en surface, dont des gilets de sauvetage inutilisés qui indiquent que les passagers n'ont pas eu le temps de les enfiler. La récupération des gilets de sauvetage dans leur emballage d'origine nous a permis de comprendre que l'événement s'était passé de façon très vite et que les passagers n'avaient pas été préparés à cet impact avec la surface de l'eau. La catastrophe aurait donc été soudaine. Sauf que d'autres débris indiquent tout le contraire. La récupération de l'empennage était un élément très important. La nature des ruptures pourrait receler des indices importants quant au moment où la queue s'est arrachée. La nature des ruptures était tous statiques. Il n'y avait pas de traces de fatigue. Ça vient du choc avec l'eau. Cet empennage était fixé au fuselage au moment de l'impact. Il ne s'était pas rompu en vol. Si l'A330 a conservé son intégrité jusqu'à l'impact, ce ne sont ni des turbulences ni une bombe qui ont provoqué sa chute.
L'enquête n'a donc pas progressé d'un pouce. Trois semaines se sont écoulées depuis la disparition du vol Air France 447 au-dessus de l'Atlantique. D'ici quelques jours, les balises acoustiques n'auront plus de batterie. Les enquêteurs s'intéressent à un fragment des galets, la cuisine de bord en jargon aéronautique. On dirait que la pression a été verticale. L'avion a donc percuté l'océan à l'horizontale et à grande vitesse. L'examen des galets confirmait la force de l'impact vertical lors de son contact avec la surface de l'eau. Tout ce qui était dans l'avion a été complètement aplati. L'avion n'avait pas piqué le nez en premier dans l'océan. Il avait presque certainement fait un plat. Comment une chose pareille pouvait-elle arriver à un avion de ligne moderne? Personne n'en avait aucune idée. Dans ces conditions, retrouver les enregistreurs était essentiel pour comprendre et expliquer pourquoi cet accident était arrivé. Au 30e jour des recherches, partant du principe que les balises ont cessé d'émettre, les enquêteurs poursuivent l'exploration à l'aide de sonars ultra performants. Dorénavant, nous ne pouvions plus utiliser que des sonars pour pouvoir détecter les masses métalliques au fond de l'océan et d'avoir une chance de localiser l'épave. Mais le relief sous-marin très accidenté complique le travail. Un périmètre de recherche pareil, c'était du jamais vu. En gros, on fouillait une surface aussi étendue que la Suisse et avec le même dénivelé que les Alpes. En plusieurs mois de recherche, le sonar balaie plus de 22 000 km² de fonds océaniques sans obtenir le moindre résultat. L'absence d'enregistreurs de vol et d'épave a été ressentie comme un grand moment de frustration et un échec de l'enquête technique. Pour nous, c'était inconcevable de perdre un avion de ligne au XXIe siècle, de ne pas comprendre, ne serait-ce qu'approximativement, pourquoi 228 personnes étaient mortes. Déterminé à réussir, le BEA fait appel aux sous-marins autonomes qui ont permis de découvrir le Titanic. C'était la première fois que ces sous-marins exploraient un tel relief, à une telle profondeur et à la recherche de quelque chose d'aussi petit. L'A330 est gros, mais au fond d'un océan, il est minuscule. Si minuscule qu'il reste introuvable. À croire qu'il a disparu sans laisser de traces. « 18 mois après le drame, il ne reste quasiment aucune chance de trouver l'épave de l'Airbus A330. À la fin 2010, nous avions déjà dépensé 22 millions d'euros pour les recherches sous-marines. Poursuivre les recherches coûterait une fortune pour un résultat sans garantie. Nous n'étions pas sûrs de retrouver l'épave, nous n'étions pas sûrs de retrouver les enregistreurs, et nous n'étions pas sûrs, ayant retrouvé les enregistreurs, de pouvoir le lire. Il n'est pas prévu qu'une boîte noire puisse séjourner pendant 2 ans dans l'eau aussi profondément et continuer à fonctionner. Les boîtes noires ont peut-être déjà été écrasées par la pression phénoménale de l'eau. Par moins 4000 mètres, elle dépasse les 400 bars. La bataille est peut-être d'ores et déjà perdue. Près de 2 ans après le crash du vol Rio-Paris, sans l'épave ni les boîtes noires, les enquêteurs n'ont guère avancé, mais ils refusent de baisser les bras. On continue. Je sais qu'on peut trouver les enregistreurs. Le travail du BEA était de découvrir ce qui était arrivé. Donc ils voulaient mettre la main sur les boîtes noires.
Mais imaginez ce que cela représentait pour Airbus de ne pas connaître l'origine de cet accident, de ne pouvoir envisager que des théories. Les familles des victimes attendent aussi des réponses. C'était très important que le BEA trouve les boîtes noires. Donc on était déterminés à faire pression sur les autorités pour qu'elles poursuivent leur travail. Le 25 mars 2011, le BEA lance une dernière phase de recherche à l'aide de sous-marins autonomes en concentrant les efforts dans un rayon de 74 km autour de la dernière position connue de l'avion. Ce sous-marin est indépendant du navire. Une fois lancé, il remplit sa mission de 20 ou 24 heures, quelles que soient les conditions météorologiques. Au bout d'une semaine, le sous-marin autonome envoie une image sonare d'une structure gigantesque. Le pari d'Alain Bouillard va peut-être rapporter gros. On dirait un avion. Aussitôt, l'équipe envoie un deuxième sous-marin prendre des photographies numériques en haute résolution. Je n'y croyais plus. Alain Bouillard reçoit les images à son bureau du Bourget. Cela fait 2 ans qu'il attend ce moment. Incroyable. Dieu soit loué. Le moment de l'envoi des photos était quelque chose qui était attendu depuis 2 ans et quelque chose qui procure des émotions indescriptibles, très fortes. Le 3 avril 2011, les efforts de recherche sont enfin couronnés de succès. L'épave repose à 12 km au nord-est de la dernière position connue de l'avion, par 3900 mètres de profondeur. D'avoir déjà localisé cette épave était quelque chose d'exceptionnel et de très fort dans la vie d'un enquêteur. Cette découverte marque le début d'une nouvelle phase de recherche. Un technicien guide le submersible dans les ténèbres pour retrouver les 2 boîtes noires. On aurait dit une décharge avec des débris d'avion un peu partout. Des morceaux empilés les uns sur les autres, des bouts de revêtement du fuselage, les moteurs, il y en avait de tous les côtés. Mais les jours passent et les enregistreurs restent introuvables. De toute façon, après 2 ans d'immersion, il y a toutes les chances qu'ils soient inexploitables. On ignorait si les enregistreurs étaient encore en état de marche. Enfin, un jour... Stop, stop. Zoomez. Incroyable. Absolument incroyable. Tout ça, ce sont des moments qu'il est difficile de décrire, mais des moments qu'on ne peut pas oublier dans notre carrière. Un submersible remonte l'enregistreur de paramètres, puis l'enregistreur phonique. Quand les boîtes noires ont été sur le bateau, des gendarmes les ont mises dans des conteneurs. Tout le monde retenait son souffle. On les avait, et c'était une sensation incroyable. Les gendarmes apportent les enregistreurs au laboratoire du BEA. Après d'innombrables heures de recherche et de spéculation, les enquêteurs vont-ils enfin découvrir ce qui s'est passé à bord de l'A330 d'Air France? Toutes les réponses se trouvent peut-être dans ces conteneurs étanches.
Le souci majeur, c'était de faire la fausse manœuvre qui aurait entraîné la perte des informations. Si cette fausse manœuvre a lieu, les 2 ans de recherche qui ont coûté près de 32 millions d'euros seront réduits à néant. L'examen commence par le CVR, l'enregistreur phonique. Il faut soigneusement ouvrir son boîtier protégé pour récupérer la carte mémoire. Le pire aurait été que certaines mémoires aient elles-mêmes été cassées. Les composants physiquement aient été cassés. Ça se présente mal. C'est cassé. L'émetteur paraît abîmé. On s'est vite aperçu qu'il y avait des petits composants qui étaient cassés. Et donc on n'était pas sûr que tout était en état de marche. Si les techniciens n'arrivent pas à réparer, on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé dans le poste de pilotage, ni qui était aux commandes. C'est la carte mémoire de l'autre. L'autre examen s'annonce plus prometteur. Super. Elle est indemne. Je crois qu'on s'est tous regardés en disant mais c'est incroyable. Incroyable. Qu'il soit dans cet état-là, c'est incroyable. La carte avec les mémoires était en excellent état et on a pu lire les données très rapidement. Pendant que les techniciens réparent la carte du CVR, Léopold Sartorius dépouille les données de l'autre boîte noire. Vol normal en croisière à 35 000 pieds. Les paramètres indiquent une obstruction des tubes pitot. Les tubes pitot gèlent à ce moment-là. Ils donnent alors des vitesses R incohérentes qui entraînent comme prévu la déconnexion du pilote automatique. Le pilote automatique se coupe et un homme prend les commandes. Les pilotes sont prévenus par un signal sonore très bruyant qui peut surprendre. Ça a été le cas cette fois-ci. Et c'est la réaction de l'équipage à cette alarme qui est la clé de tout ce qui a suivi. L'équipage sait qu'un tube pitot se purge en 1 à 2 minutes. Le bouchage n'a duré que 56 secondes. Après, les indications de vitesse R sont redevenues normales. En attendant, il suffit de maintenir l'avion en palier. L'avion ne sait pas que vous ignorez quelle est la vitesse R. Il a simplement besoin de puissance pour continuer à voler en palier. Il ne reste pas en palier. L'homme qui était aux commandes a fait se dresser le nez. Il a paru à la déconnexion du pilote automatique des actions accabrées de forte amplitude par le pilote en fonction. Il monte de plus de 2500 pieds. Si on redresse le nez, l'avion monte et il ralentit. Ici, la vitesse baisse de plus de 90 nœuds en moins d'1 minute, ce qui déclenche une alarme de décrochage. Cette situation d'action accabrée à cette altitude ont amené très rapidement l'avion dans une situation de décrochage. Le décrochage se produit lorsque la portance devient insuffisante. C'est les actions des pilotes qui ont amené l'avion au décrochage. Il tombe à plus de 12 000 pieds par minute. Inexplicablement, le pilote a continué de tirer sur le manche alors qu'il aurait dû faire l'inverse pour retrouver vitesse et portance. Plus on redresse le nez, plus on réduit la portance. C'est ce qui est arrivé au vol Air France 447. On avait un avion qui était pratiquement en train de tomber comme une pierre. Seul l'enregistreur phonique, le CVR, peut révéler pourquoi on en est arrivé là. Dans notre laboratoire, il y a eu quelques heures d'angoisse puisque nous n'étions pas sûrs de pouvoir lire les enregistreurs. Après tous ces efforts, tout cet argent dépensé... Il marche? Mystère. Les enquêteurs n'ont plus que cette carte à jouer. C'est leur dernier espoir de faire toute la lumière sur l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France.
Tout dépend désormais des réparations effectuées sur un petit circuit intégré. C'est l'heure de vérité. Air France 447. Air France 447, parlez. Air France 447, contactez Atlantic Centre. Atlantico. 40 minutes avant l'accident, le commandant Dubois est aux commandes. Air France 447, Atlantico, parlez. Air France 447, position Intol. Le CVR nous a permis de comprendre qui pilotait l'avion, qui surveillait les paramètres. Maintenez 350. Je confirme. Le copilote Pierre-Cédric Bonin est place droite. Donc, on a un truc droit devant. Ouais, j'ai vu ça. L'avion se dirige vers un orage. On dirait qu'on va rentrer dans la couche. Normalement, un équipage essaie de passer par-dessus un orage. Mais à ce stade du vol, ce n'est pas envisageable. Ça aurait été bien de monter là. Ouais. À 35 000 pieds, l'air n'est pas assez dense pour que l'avion rempli de carburant puisse prendre de l'altitude. Il n'y a que deux solutions. Traverser la zone de mauvais temps ou la contourner. T'as dormi? Pas moyen. Bon, allez, je me casse. Le commandant de bord prend son temps de repos. Le copilote David Robert le remplace. Il compte près de 4000 heures de vol de plus sur A330 que son collègue, lui aussi copilote. David Robert est place gauche. Pierre-Cédric Bonin, le pilote en fonction, est place droite. Quelques minutes avant l'accident, le commandant est parti se reposer. Tu veux pas altérer un peu à gauche éventuellement?